Le doigt, la main, l'œil, le visage, l'attitude. Chaque jour, notre corps est observé, scanné, numérisé, comparé. Pourquoi ce besoin permanent de mesurer les êtres vivants? Pour les reconnaître, les identifier, les contrôler? Jusqu'où nos sociétés iront-elles dans l'exploitation de notre intimité? Sécuriser face au terrorisme, faciliter la vie des gens, sont les arguments souvent avancés pour justifier la dissémination de la biométrie. Mais quelles sont ces informations que nous livrons, parfois à notre insu? Quelles sont ces techniques qui permettent de les capter? Sont-elles fiables? Cet envahissement est-il vraiment utile? Et quel est son impact sur nos sociétés? Dans les petites communautés, l'identité des individus s'inscrit dans une relation de connaissance mutuelle. Chacun peut garantir qui est l'autre, quel est son statut, comment il s'appelle. Je suis votre ami, je suis un ami d'Emilio, je me souviens d'Emilio, et je peux vous garantir que la personne qui vous parle est Emilio. Dans le monde d'aujourd'hui, un monde globalisé, les États ne peuvent plus garantir les identités. Alors, qui peut garantir votre identité? La réponse est votre corps. C'est ça, la biométrie. Pour Jean-Christophe Nédard, tout commence à la fin du XIXe siècle. La police criminelle française cherche à répertorier les criminels récidivistes. Alphonse Bertillon expérimente un système permettant d'identifier des malfaiteurs d'après les mensurations du corps. La biométrie fait son entrée dans le monde judiciaire. Alphonse Bertillon va créer à la préfecture de police de Paris un service de l'anthropométrie dont le but principal va être de prendre des mensurations sur les personnes, c'est-à-dire par exemple l'envergure, l'espacement des yeux, la forme des oreilles, la couleur des yeux, la stature, la taille, la corpulence, donc la forme du nez aussi. Et en sélectionnant, comme dit, ces critères, il va les inscrire sur des fiches et ça va permettre ultérieurement d'identifier les criminels récidivistes. Alors évidemment, ce n'est pas une solution, je dirais, idéale dans la mesure où il faut que les gens commettent un premier crime avant de pouvoir être à nouveau identifiés. Donc on est véritablement de l'objectivité, c'est-à-dire qu'on prend des mesures et on ne procède à aucun jugement derrière. Et il y a une seconde école qui a été représentée par l'école italienne et Lombroso en particulier. On s'attachait au morphotype, à la morphologie de la personne pour pouvoir conclure que celle-ci potentiellement pouvait développer des pulsions criminelles. C'est la théorie de l'homme criminel, du criminel né, qui trouve elle-même ses origines d'ailleurs dans le passé, au XVIIIe siècle, avec le pasteur Lavater, qui avait créé le concept de physiognomonie, donc le visage est le miroir de l'âme. On voit certaines gravures très amusantes d'ailleurs avec un parallèle qui est fait entre le faciès humain et le faciès animal. Ensuite, il y a eu François-Joseph Gall et la phrénologie, c'est-à-dire l'étude des bosses du crâne, partant du principe que le cerveau, plus ou moins musclé, imprimait sa forme au crâne osseux, et qu'en étudiant les bosses et les creux, on arrivait à définir les qualités psychologiques de la personne. Le travail objectif de l'anthropométrie s'est perpétué au fil du temps. Au laboratoire d'anthropologie anatomique et de paléopathologie de Lyon, Yvonne Desbois, experte auprès des tribunaux,
utilise des techniques classiques pour identifier une personne disparue à partir d'un crâne. Dans ce laboratoire, il a été mis au point une méthode manuelle d'identification anthropométrique. Quand on parle d'identification, quand on parle d'identité, on pense au nom. Mais en fait, il faut savoir que l'identité, c'est pas mettre un nom, juste les références, retrouver les références sociales ou administratives d'une personne. C'est aussi retrouver son identité biologique. Et c'est là que l'anthropologie intervient. L'identité biologique, notre identité biologique, c'est notre morphophénotype, comment on apparaît, notre sexe, homme-femme, notre âge, notre taille et notre passé médical ou dentaire, qui est notre particularité. Toutes ces recherches nous donnent une identité biologique de la personne. Et en fait, l'anthropologie sert à donner une identité biologique. Bien qu'encore utilisées aujourd'hui, notamment dans l'identification de suspects, ces mesures anthropométriques ont été, dès le début du XXe siècle, supplantées par l'empreinte digitale, plus précise, plus simple à recueillir, à stocker, et qui est devenu le plus sûr moyen d'identification. Et c'est ainsi qu'une petite partie du corps joue un rôle crucial, le doigt. Mais depuis quelques années, et particulièrement depuis les attentats du 11 septembre 2001, la demande sécuritaire s'amplifie et les États cherchent d'autres méthodes. Les mesures biométriques chères à Bertillon reviennent sur le devant de la scène. L'empreinte digitale est toujours là, mais elle est concurrencée par une explosion de nouvelles technologies qui mesurent le contour de la main, le réseau veineux, l'iris de l'œil, le visage, le corps entier. Comme vous êtes un honnête citoyen, la biométrie se doit de vous faciliter la vie. En 2007, le ministère de l'Intérieur français et les aéroports de Paris cherchaient à accélérer et moderniser le passage à la frontière. Objectif pour l'honnête citoyen, passer vite en toute sécurité. Nous avons fait les choix technologiques qui sont portés sur la technologie de la biométrie, notamment des empreintes digitales, qui est aujourd'hui un système qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ou 30 ans, et qui est donc un système fiable, sûr et rapide. Le système PARAF nécessite un enregistrement préalable. Il consiste en une prise d'empreinte, mais là, il ne s'agit plus d'un doigt, mais de 8 doigts. C'est un système qui a vu le jour en novembre 2009, qui aujourd'hui comporte un peu plus de 100 000 inscrits, pour à peu près plus de 440 000 passages à la frontière sur les différents SAS présents à Orly et à Roissy. C'est votre première inscription? Oui. Je vais prendre juste le passeport. Merci. En moyenne, par jour, on a une 50aine de personnes. Et leur motivation, c'est surtout de passer la frontière en toute simplicité et gagner du temps. Donc c'est surtout au niveau des arrivées, quand il y a plusieurs vols, au niveau des arrivées, ils gagnent du temps et puis ils sont contents, en fait, les gens. Donc on va faire la prise d'empreinte. Positionnez votre main droite, les 4 doigts, 2 doigts de chaque. Les 4? Oui, 2 de chaque. Les gens, ils ont tendance à penser que la prise d'empreinte, ils vont être fichés, ça va être dans un fichier de police. Et en fait, non, c'est vraiment un fichier à part qui est réservé qu'à PARAF. Chez nous, toute la famille voyage. Ma fille vit à New York, mon fils en Australie et moi je travaille en Europe, donc on utilise beaucoup le PARAF. Ça facilite beaucoup l'entrée et la sortie du territoire. C'est très très pratique. De l'autre côté de l'Atlantique, avec le programme Nexus qui, comme PARAF, a pour fonction d'accélérer le passage aux frontières, les autorités canadiennes ont retenu une autre partie du corps, l'iris. Pourquoi l'iris? Éloignez-vous un peu, s'il vous plaît.
Le gouvernement canadien a fait plusieurs recherches, plusieurs consultations et en est venu à la conclusion que l'IRIS était la solution la plus sûre, la plus précise, la plus rapide et à la fois la plus discrète pour un individu qui voyage de s'identifier et d'utiliser un programme qui destinait des voyageurs à faible risque. On franchit la frontière en un clin d'œil. Il suffit de fixer l'objectif d'une caméra qui reconnaît votre iris et autorise votre passage. Regardez le miroir, s'il vous plaît. C'est un système qui se développe beaucoup. C'est un système aussi qui est voué à beaucoup de progrès parce que la technologie ne cesse d'évoluer. Et il y a beaucoup d'autres aéroports aussi qui font des implantations de systèmes tels que le nôtre. Tu viens à l'aéroport, puis ils te posent des questions, où tu viens, puis quelle nationalité. Puis à ce moment-là, bien, ils vérifient si tu n'as pas de dossier criminel. Alors, si on n'a pas de dossier criminel, bien, automatiquement, je pense que ça prend 10 jours, on reçoit une carte Nexus qui vous donne le droit de pas attendre en ligne. En ce qui me concerne, donc, quand on n'a rien à se reprocher, tout est beau. Merci pour votre coopération. Pour s'inscrire à Nexus, c'est quand même un peu plus compliqué là, que juste passer la file, mais quand même, une fois que c'est fait, pour les voyageurs qui sont des voyageurs fréquents, c'est beaucoup plus pratique. Donc, le côté pratique l'emporte toujours, beaucoup plus que le côté est-ce que ma vie privée. La vie privée est très abstraite, puis la connexion entre la vie privée et cette technologie-là, encore plus abstraite. Donc, je pense que ça, c'est un frein très, très faible à l'adoption de ces technologies-là. Visiblement, pour gagner un peu de temps, un citoyen exemplaire qui veut être protégé est prêt à livrer beaucoup d'informations. Mais est-ce en toute connaissance de cause? La notion d'acceptabilité, c'est une notion qui vient surtout de la communication d'entreprise et de la gestion des risques, et qui a un objectif plutôt donc de communication et marketing. Pour nous, en tant que sociologues, ça n'a pas de signification propre. C'est-à-dire qu'on va demander à des personnes leur avis sur des innovations techniques dont elles ignorent le fonctionnement. Ces personnes-là ne savent rien des dispositifs qui sont derrière ces technologies ou ces interfaces, ne savent rien des bases de données de leur interconnexion, elles ne savent rien des algorithmes qui sont derrière, de la façon dont ils sont faits, qui les fait, avec quelles intentions. Donc on demande l'avis à des personnes sans qu'elles aient la possibilité vraiment de juger et d'évaluer. Avec toutes ces évolutions extrêmement rapides et de plus en plus sophistiquées, la sécurité des données et leur confidentialité deviennent la question principale. Certains États réagissent. En France, la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, délivre des autorisations, émet des avis sur ce qui est acceptable ou pas. La donnée biométrique a plusieurs particularités. La première particularité, c'est que c'est une mesure du corps, donc ça touche intimement à la personne. Et la deuxième particularité, c'est que contrairement à un mot de passe, que vous pouvez perdre et modifier, la donnée biométrique, elle est irrévocable, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir changer à travers le temps. Vous ne pouvez pas changer d'empreinte digitale comme vous pouvez changer de mot de passe. En France, la CNIL dispose d'un pouvoir d'autorisation préalable, c'est-à-dire concrètement que vous ne pouvez pas, dans votre entreprise, mettre en place un système biométrique sans avoir accompli des formalités auprès de la CNIL. Sinon, vous êtes dans l'illégalité. On voit la technologie arriver, on voit la biométrie de plus en plus utilisée. Jouer aux gendarmes, ça va sûrement être plus difficile dans l'avenir. Fait que nous, on est peut-être mieux d'y aller avec un mandat de sensibilisation, de promotion. Toutefois, ce qui est important de diffuser aussi aux gens, outre la déclaration, c'est de leur dire que oui, ils ont le droit de pas nécessairement consentir à l'utilisation de la biométrie. Ils peuvent dire non, moi je veux un mode alternatif, je suis pas obligé d'utiliser ça, puis je suis dans mon droit. Ça, c'est un côté aussi qu'il faut diffuser, c'est que les gens ils ont le droit de ne pas l'utiliser s'ils ne veulent pas. Un refus d'autant plus motivé que nous laissons nos empreintes digitales partout, et pas uniquement sur nos pièces d'identité.
dans certains cas, il est possible, il n'est même pas très difficile, de copier une empreinte digitale. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la CNIL appelle l'empreinte digitale une biométrie à traces. Et il y a des lecteurs biométriques qui malheureusement ne font pas la différence entre un vrai doigt qui est sur la main d'une personne et un faux doigt en gélatine qui a été copié à partir d'une trace. Donc si vous êtes fait copier votre doigt, s'il a été republié, s'il peut être utilisé pour entrer dans des systèmes, eh ben, vous ne pouvez pas changer de doigt, donc vous ne pouvez pas changer de mot de passe en quelque sorte. Face au risque de fraude, des spécialistes cherchent à faire évoluer les systèmes. D'abord en s'assurant que le doigt est vivant par la captation de sa chaleur, et aussi avec une autre technique d'identification qui utilise non plus la photographie de l'empreinte, mais un algorithme. Alors en fait, initialement, on ne prend pas de photo de l'empreinte, on ne prend pas d'image de l'empreinte. On va relever un certain nombre de points sur cette empreinte, des points caractéristiques, donc les fourches, les embranchements, les terminaisons. Et à partir de ces points caractéristiques, un algorithme va générer une clé qui est cryptée et qui est une clé biométrique qui est associée à la personne. Chaque individu étant unique, les empreintes sont uniques, cette clé sera également unique. Bonjour madame. Bonjour. Au casino de Pugliese, grâce à cette technologie d'authentification, la société TGT a expérimenté un usage étonnant de cette clé biométrique. La dématérialisation de l'argent pour les clients du casino. Le doigt argent, en quelque sorte. Alors, la personne va se rendre à la caisse, va bien entendu donner son argent, et va poser son doigt sur un lecteur d'empreinte qui sert de lecteur d'enrôlement. Automatiquement, son argent, donc son crédit, va être associé à son empreinte et stocké sur une machine. Puis la personne se rend sur une table de jeu, quelle qu'elle soit, il prend un poste, pose son doigt et automatiquement il est identifié et son crédit arrive sur la console de jeu. À partir de là, il va pouvoir jouer exactement comme sur une table traditionnelle et voir ses gains crédités ou ses pertes débitées en temps réel. Techniquement une réussite, ce procédé a été provisoirement abandonné en France, pas pour des raisons éthiques, mais pour satisfaire une clientèle qui se plaignait de ne plus manipuler des pièces ou des jetons. La dématérialisation de l'argent est-elle une limite de la biométrie ? Le dernier bastion de l'information que les gens ne veulent pas donner, c'est tout ce qu'ils croient qui va aller toucher dans leur portefeuille. C'est-à-dire que, par exemple, si on pense que l'information sur notre carte de crédit ou numéro de compte bancaire, ce genre d'information-là, l'information financière, l'information aussi qu'on donne au fisc, cette information-là pouvait être partagée ou de tomber dans des mauvaises mains. Là, on sent vraiment un besoin de contrôler notre information. Mais pour le reste, les gens n'hésitent assez peu finalement à partager leur information, voient peu de problèmes dans la multiplication des caméras de surveillance, entre autres. Donc, la notion de la vie privée est pas dans leur préoccupation. Disons, si on fait un top 10 des préoccupations des citoyens d'à peu près tous les pays occidentaux, la vie privée n'est pas dans les top 10. Mais où commence la vie privée? La biométrie s'installe partout, dans les entreprises, les ports, les gymnases, les hôpitaux. Elle s'invite même à table. En France, plus de 300 lycées et collèges l'ont adoptée. On peut s'interroger sur les raisons d'un tel développement. Alors à l'origine, c'était surtout une raison pratique pour l'intendance. C'est-à-dire qu'on mobilise forcément un surveillant qui est à la borne, mais c'est encore le cas.
sauf qu'il avait beaucoup plus de travail, c'est-à-dire qu'il notait tous les gens qui avaient oublié leur carte, tous les gens qui cassaient leurs cartes. Après, ça fait aussi une gestion de cartes, donc du coup, la revente de cartes. Donc c'est une question de coût. Nous, c'était surtout ça. Et après, il y avait un argument présenté par les parents, qui était aussi de savoir si c'était bien leur enfant qui avait mangé. Parce qu'avec une carte, effectivement, il y avait des problèmes un peu de raquettes, de passe-moi ta carte, je mange avec. Là, voilà, c'était aussi pour ça. On sait qui mange vraiment. Donc la CNIL a donné son autorisation à ce genre d'appareil parce qu'il ne laisse pas de traces. Contrairement à des empreintes digitales, il n'y a pas de traces laissées une fois le passage. C'est simplement une photo de la main qui est prise. C'est plus simple parce qu'au moins on ne peut pas se la faire voler, on peut pas, personne ne peut nous voler notre main pour le faire, quoi. Avant de s'identifier, on tape un code pour des questions de vitesse. Exemple, dans cet établissement, vous tapez un code, le 323, le système va être censé reconnaître la main qui est enregistrée dans le 323. Si vous présentez la main toute seule sans taper 323, dans ces cas-là, elle va devoir regarder toutes les mains enregistrées et savoir si celle-là est bonne. Il y avait une hostilité, c'est sûr. Alors les élèves, pas du tout. Les élèves, ce qui leur plaît, c'est la modernité, c'est ne pas avoir de carte, c'est tout ça. Bon, eux, il n'y avait pas de problème. C'était les professeurs, d'abord, qui évoquaient des raisons comme on va nous fliquer, tout ça. Donc on a passé du temps à expliquer que ça ne fliquait pas plus qu'une carte. Voilà, des raisons morales et des raisons d'hygiène. Mais les parents d'élèves ont été vite acquis à la cause de leurs enfants. Parce que ça fait stylé, ça fait film et tout. Vous avez une carte, vous, non? C'est vous qui avez une carte. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous n'avez pas accepté le système biométrique? Tout simplement parce que c'est pas la douane ici. Donc c'est pas la douane, on n'est pas à l'aéroport. Les jeunes n'ont pas aujourd'hui la compréhension générale. Peut-être même que certains jeunes peuvent trouver amusant d'avoir leur contour de main lié à un code. Donc le danger, c'est qu'on juge que c'est amusant et qu'on ne se rende pas compte vers quelle société on est en train d'avancer. Et je crois que le respect des personnes, de leur corps, le respect d'une éthique à ce niveau-là est extrêmement importante. Sans cela, c'est vrai qu'un jour, tous les fichiers peuvent se mettre en place par rapport à une même personne. Et là, la société basculerait complètement dans autre chose. Les systèmes biométriques inquiètent. Chacun craint que les données personnelles soient piratées, que les fichiers sur lesquels sont stockées ces données soient détournés ou interconnectés. En même temps, manipulée ou pas, la demande sécuritaire s'amplifie. C'est la course à l'infaillibilité, à l'infalsifiable, un marché prometteur pour les industriels. Dans cette quête, certains passent de l'extérieur du corps manipulable, parce que visible et laissant des traces, à l'intérieur du corps. Bien à l'abri et immuable, le réseau veineux fait une entrée fracassante. Comment on fait pour enregistrer quelqu'un dans le système de biométrie? On va demander à la personne de mettre sa main sur le capteur. Une première fois, donc on prend son nom, on demande au système de partir le lecteur et à ce moment-là, la personne va mettre sa main sur le guide. Donc à ce moment-là, le lecteur va aller lire une première fois la paume de la main. Le système va indiquer d'enlever la main. Il va le demander une deuxième fois pour authentifier, pour finaliser la capture biométrique du système vasculaire de la main. Le capteur détecte notre réseau veineux, le transforme en clé biométrique et le compare aux données stockées dans un fichier. Mais n'existe-t-il pas un risque de falsification ? Le système de reconnaissance du réseau veineux du doigt est une biométrie sans trace. Donc c'est quelque chose que vous ne laissez pas derrière vous quand vous êtes passé dans une salle. C'est quelque chose qui peut être difficilement capté à votre insu parce que c'est à l'intérieur de votre doigt. Donc d'un point de vue purement informatique et liberté, sans se préoccuper des performances, c'est une technologie qui est plus protectrice.
C'est un système qui est non intrusif, donc c'est-à-dire qu'il va tout simplement aller lire un patron vasculaire. Donc, il ne va pas apprendre aucune autre information que ton patron vasculaire. Donc, il capte une image. Il ne va pas pénétrer à l'intérieur de ton système sanguin. Donc, c'est impossible de savoir autre information de la personne que son patron vasculaire. Que ce soit une peau qui est abrasée, qu'une peau endommagée, le système va être capable de reconnaître le système vasculaire d'une personne. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ça va reconnaître quelqu'un qui est inconscient. Donc, dans un cas d'une urgence médicale, par exemple, on pourrait l'authentifier en mettant sa main sur le capteur, même si cette personne-là n'est pas capable de nous répondre, qu'elle est inconsciente. Inconscient, mais reconnu. Les industriels justifient l'utilité et la fiabilité de leurs produits. Mais ces technologies n'influencent-elles pas nos comportements conscients? À travers ces dispositifs automatisés, on s'habitue surtout à déléguer de plus en plus de choses à ces systèmes et à ces automatismes. Et surtout, on désapprend à faire face à l'incertain, à l'approximatif. On a l'habitude de tout voir en binaire, soit ça marche pas, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. C'est oui ou non. Et on perd finalement petit à petit justement cette aptitude sociale qui consiste à s'adapter à des situations imprévues, gérer des situations conflictuelles, tout ça dans l'à peu près. Au-delà de l'impact individuel, n'y a-t-il pas aussi des problèmes de choix pour nos sociétés? Je ne blâme pas l'industrie biométrique de vouloir faire un meilleur produit. Mais ce qu'on entend actuellement est que plus de technologies de sécurité va mieux nous protéger. Aujourd'hui, les passeports sont déjà des documents incroyablement sûrs. Ils ont déjà une photo, une identification sécurisée pour les signatures, ils ont des genres d'hologrammes et d'autres technologies intégrées. Alors pourquoi ajouter une nouvelle technologie de sécurité? Pour rendre incroyablement difficile la reproduction du document? Je pense que c'est parce que les entreprises veulent faire plus d'argent avec leurs produits. Et c'est leur boulot, ce qu'ils doivent faire. Mais notre travail dans une démocratie saine est de se demander si c'est la meilleure des dépenses à faire. Est-ce vraiment la technologie qui va nous rendre égaux et nous faire parvenir à une société plus égalitaire? Après le doigt, la main, les veines, l'iris, retour à l'anthropologie et au laboratoire de Lyon qui s'intéresse à notre visage. Une des disciplines consiste à reconstituer le visage d'un disparu à partir de son crâne. Claire Desbois enseigne les différentes étapes de cette reconstitution. Dans le cas qui nous intéresse, l'objectif pour nous d'une reconstitution faciale, c'est une identification en médico-légal. C'est-à-dire qu'on l'utilise dans le cadre de corps non identifiés retrouvés dans la nature, qui n'ont pas pu être identifiés par aucune autre technique. Le principe de la reconstitution faciale, c'est d'apposer sur le crâne les tissus mous, en restituant donc la forme du visage, et ensuite de mettre en place les éléments que l'on appelle éléments caractéristiques du visage, qui sont les yeux, le nez, la bouche, le menton et les oreilles. Établissement des contours du visage, étude des insertions des muscles et de la mimique faciale jusqu'à la sculpture du visage. Cette technique est à la base de recherches pointues en identification. L'intérêt de la reconstitution faciale, en fait, c'est que cette technique a permis d'établir un lien entre le crâne et le visage, et elle a permis d'établir des standards de visage. C'est la connaissance du crâne et du visage apportée par cette technique qui a permis de mettre au point la vidéocomparaison, la technique de vidéocomparaison du laboratoire. Et c'est aussi cette connaissance qui a été réclamée par les mathématiciens pour leur logiciel de reconnaissance faciale.
L'École centrale de Lyon travaille sur la biométrie faciale. Elle cherche à constituer une intelligence artificielle qui puisse reconnaître automatiquement un visage. La reconnaissance faciale, d'abord parce que c'est un moyen naturel de reconnaissance. Les êtres humains se reconnaissent par le visage. C'est un moyen plus naturel et moins intrusif aussi. On n'a pas besoin d'appareils à contact, comme l'empreinte digitale, pour se faire reconnaître. L'approche bout en bout de la reconnaissance consiste en 3 parties. Donc la première partie, c'est l'acquisition même. Pouvoir obtenir des modèles 3D de visage texturés. Puisqu'on travaille surtout sur des visages qui sont des surfaces qui ne sont pas bien texturées, donc on a besoin de projeter un motif. Les techniques qui essaient de projeter des motifs sur des visages donnent une précision meilleure. Il faut aussi préciser que la qualité de la reconstruction, elle dépend du nombre de franges qu'on projette sur le visage. Par la suite, la deuxième étape consiste à normaliser donc l'information géométrique 3D et la texture associée dans la même orientation, donc dans la même pose, avec les mêmes expressions. Quand on a fait passer le visage dans un scanner 3D, souvent il comporte des trous, des pics. Donc on va déjà procéder à des calculs pour supprimer ces trous et ces pics. Les techniques de reconnaissance faciale se concentrent sur les parties du visage qui risquent le moins de se modifier. Elles s'attardent sur les zones entourant les yeux, les pommettes et les extrémités de la bouche en analysant les paramètres de distance et de proportion entre ces différents éléments. Et finalement, troisième étape, qui est l'étape de la reconnaissance même, pouvoir extraire la signature biométrique à proprement dit de la personne pour pouvoir le comparer aux signatures déjà existantes et associées à chaque personne dans la base. Le plus naturel outil de reconnaissance des hommes entre eux est ainsi transféré dans des systèmes artificiels qui peuvent nous identifier partout où nous sommes. Notre travail, c'est un travail de recherche dans un premier temps, c'est-à-dire essayer d'améliorer les modèles mathématiques, travailler sur les technologies pour essayer de repousser les limites dans l'acquisition, dans la reconnaissance. Mais encore, le danger, c'est ça, quoi. Retenir l'information personnelle des gens dans des gros espaces, ça c'est d'une part, et d'autre part, pouvoir sécuriser tout ça. Si on y arrive, là, on peut dire qu'on pourra utiliser l'avantage de la biométrie. Si on n'y arrive pas, à ce moment-là, la biométrie est un danger. C'est un danger parce que si on se fait voler ces données biométriques, c'est à vie. Vous n'allez pas pouvoir changer de visage. Après le visage dans son ensemble, l'iris fait de nouveau l'objet de recherche, mais cette fois-ci, un iris en mouvement. Bernadette Dorizzi et son équipe travaillent à la mise au point d'une capture qui permettrait de vérifier l'identité de la personne sans qu'elle s'en aperçoive. Alors dans ce projet justement sur la biométrie dans un contexte de vidéo, on a fait des petites séquences d'acquisition qui nous permettent d'avoir donc 2 caméras qui vont acquérir la personne à 2 moments différents, et puis aussi une caméra qui va déclencher l'acquisition de l'iris. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'avoir une image de l'iris, qui est donc une toute petite partie, et de la meilleure qualité possible. Il y a une zone de quelques images seulement où effectivement on va avoir une qualité qui est suffisamment bonne.
Donc après, en termes de traitement d'image, il y a pas mal de choses à faire parce qu'il faut non seulement extraire la zone des yeux, il faut aussi affecter un facteur de qualité et puis ensuite seulement on peut essayer d'utiliser nos algorithmes de reconnaissance par l'iris. Mais comment parvient-on à comparer ces images traitées avec des données stockées dans un fichier? On va d'abord extraire la zone de l'iris. Donc l'iris, c'est la partie texturée entre le blanc de l'œil et la pupille. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se sert du fait qu'il y a une texture très riche et on extrait cette texture grâce à ce qu'on appelle des ondelettes de Gabor. Donc c'est du traitement d'image relativement sophistiqué. Et ensuite, on extrait quelque chose qui est tout simple. C'est-à-dire que cette iris, eh ben, on va la transformer en une série de 0 et de 1. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est comparer ces chaînes de 0 et de 1, un peu comme on fait avec un code barre, hein, tout simplement. Et si c'est suffisamment proche, eh bien, on va dire que ces deux iris correspondent à la même personne, sinon on va les rejeter, on va dire que non. Le visage et l'iris qui permettent l'identification à son insu de tout individu en mouvement nous font immanquablement penser à certains films de science-fiction. Mais la réalité n'est jamais loin. Une société canadienne expérimente dans un magasin de Montréal un système de reconnaissance faciale basé sur la haute définition. Souriez, vous êtes filmé. Le système se compose de deux caméras. Une caméra nous donne une image de sécurité standard que nous voyons ici. L'autre est une caméra avec un téléobjectif puissant. Ainsi, à partir d'algorithmes appliqués à l'ensemble des images, on découvre les éléments intéressants que nous souhaitons suivre. Vous voyez ici une femme qui passe, et ici à droite, vous avez l'image en haute définition de son visage. Nous pouvons ensuite utiliser ces informations afin de les comparer dans une banque de données à celles d'individus recherchés. Si elles se trouvaient sur la liste des personnes recherchées, nous serions prévenus. Dans le cas suivant, la personne qui passe est sur la liste des personnes recherchées. Le système suit son visage pendant son déplacement et une alerte s'affiche. Elle nous dit que c'est en fait quelqu'un que nous recherchons. Vous constatez que la personne est habillée de façon légèrement différente, qu'elle a une coupe de cheveux également différente, mais néanmoins, ce système est capable de reconnaître cette personne et de réussir son identification. Ce système vise à résoudre l'éternel problème d'un visage parmi une foule, celui de contrôler un immense espace et de reconnaître des visages à mesure qu'ils progressent dans cet espace. Et c'est un problème complexe en raison de la difficulté de parvenir à une résolution suffisante sur chaque visage lors de leur déplacement dans cet espace. Les applications pour cette caméra, comme ici dans ce magasin, permettent de détecter les voleurs à l'étalage et de suivre les clients de prestige pour constituer des données statistiques. Mais elles sont aussi présentes dans les transports pour lutter contre le terrorisme, dans les aéroports et les stations de métro. Une des choses que nous faisons en tant qu'êtres humains est de montrer notre visage aux autres. C'est ainsi que nous nous reconnaissons entre nous. En un sens, il fait partie de notre image publique. Et donc la reconnaissance faciale est l'une des façons les plus naturelles d'utiliser la biométrie sans trop envahir la vie privée. L'objectif commercial est clair. En étant identifiés, nous devenons clients et nous nous transformons en objets à vendre. Mais sommes-nous prêts à être fichés et reconnus à tout instant et à notre insu ? Il y a déjà des logiciels qui permettent de débarrer des téléphones intelligents ou des tablettes en reconnaissant le visage avec la petite caméra qui est déjà là. Donc, si on a de la biométrie sur notre ordinateur, sur notre maison, à notre bureau, partout, tous nos ordinateurs, pourquoi on ne l'accepterait pas partout ailleurs? Le programme Nexus est également en application aux frontières terrestres
entre le Canada et les États-Unis, là où sécurité rime avec commerce. C'est un programme conjoint qui est géré conjointement et qui permet de faciliter l'entrée des personnes à faible risque, autant aux États-Unis qu'au Canada. Et c'est aussi de désengorger les postes frontaliers terrestres, comme ici à Saint-Bernard-de-la-Colle, dans les heures d'affluence, des gens qui vont passer dans les grilles régulières avec un agent. Et ça permet aux gens qui ont fait déjà tout le pré-dédouanement par le programme Nexus de pouvoir rentrer plus facilement. Donc, les agents des services frontaliers peuvent se concentrer plus sur les personnes à risque et l'entrée des personnes à faible risque est facilitée. Les États-Unis sont le plus grand partenaire et commercial et aussi des voyageurs avec le Canada. La frontière fait 9000 km, donc l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir gérer cette frontière-là pour assurer la sécurité du pays, mais aussi faciliter l'entrée des personnes et des marchandises. Étant notre plus grand partenaire commercial, on ne veut pas non plus que ça soit embourbé. Il faut qu'il y ait une bonne circulation des marchandises aussi entre les deux pays. Donc il y a cette intention gestionnaire derrière qui est très très nette et je crois qu'il faut rapporter justement les dispositifs d'identification biométrique à cette idée de gestion de flux, à ce principe de gestion de flux. Et là on est obligé de faire un petit détour par l'histoire des civilisations, de la civilisation technologique qui s'est construite autour de justement de grands systèmes techniques qui organisent, qui gèrent et qui contrôlent des flux. Alors au départ c'était des flux de matériel, des flux de marchandises, après ça a été des flux d'informations, et aujourd'hui c'est des flux de personnes. À travers ce qui pourrait être considéré comme un code barre, finalement l'identifiant biométrique, la carte biométrique d'une personne, c'est comme le code barre de la marchandise qui permet de gérer les stocks et les flux de marchandises à flux tendu et de rationaliser, d'optimiser ces flux. Donc on est vraiment dans ce paradigme, dans ce modèle gestionnaire qui est vraiment tout à fait prégnant dans nos sociétés. Toujours dans cette quête de l'infaillibilité et de la fluidité, la société Safran Morpho développe des systèmes qui couplent plusieurs types de capteurs, mais aussi des systèmes en mouvement avec des passeports biométriques. L'objectif, c'est de permettre le passage de la frontière on the fly, sans s'arrêter, sans faille de sécurité, en reconnaissant le porteur du passeport par reconnaissance faciale. L'utilisateur met le passeport sur le lecteur, on lit le visage qui est dans la puce, la personne avance et est reconnue automatiquement à partir de la comparaison de son visage avec le visage qui est enregistré dans le passeport. Temps de passage, quelques secondes, aucun arrêt. Nous nous sommes penchés sur la protection des données personnelles pratiquement dès le début de nos activités en matière de biométrie. Et nous considérons aujourd'hui que cette approche de protection des données, au lieu d'être un frein au développement du marché, peut devenir un véritable avantage compétitif lorsque vous êtes capable de délivrer des solutions de sécurité sans faille qui respectent les principes de la protection des données personnelles. Puisque ces dispositifs de capture biométrique, d'identification biométrique, sont en fait des dispositifs automatisés, des automates, ils sont censés être objectifs, c'est-à-dire neutres, et ils sont censés éliminer la part d'interprétation humaine qui peut entrer dans tout contrôle d'identité. Donc peut-être que finalement ça permet d'éliminer une part de l'arbitraire lié au pouvoir. Et puis peut-être aussi que ces dispositifs finalement ils sont assez égalitaires puisqu'ils s'adressent à tous de la même manière. Bon, évidemment, c'est un trompe-l'œil, c'est complètement illusoire, puisqu'on n'a fait en réalité que déplacer, délocaliser les sources de pouvoir et d'arbitraire, puisque ces dispositifs sont conçus par des personnes, par des groupes d'intérêt, par des industriels ou par des États ou par des organisations
qui mandatent des ingénieurs qui véhiculent eux-mêmes un certain nombre de valeurs et de représentations sur ce que doit être l'humain, sur ce que doit être la société, sur la façon dont elle doit fonctionner. Et tout ça, ils le cristallisent, ils le matérialisent dans des algorithmes, c'est fixé dans des algorithmes. Donc on n'a fait que déplacer et par rendre un peu moins visible l'arbitraire précisément, ce qui fait qu'on a un peu moins de prise sur lui. On voit apparaître de plus en plus de systèmes biométriques qui vont faire de la reconnaissance des personnes sur des flux de vidéosurveillance, par exemple. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes en test qui consistent, par exemple, à mettre des caméras dans des stades, à scanner l'ensemble des personnes qui se trouvent dans les stades et essayer de repérer des personnes qui sont sur ce qu'on appelle des watchlists, donc qui sont, par exemple, des interdits de stade. Le problème des caméras, c'est la multiplication de l'information. Plus on met de caméras, plus on a d'informations. Et on n'a pas le personnel humain pour regarder tout ça. Donc, on va informatiser la chose. On va essayer de reconnaître de plus en plus le comportement. Comportement. Le mot est lâché, avec tout ce qu'il implique. Après le corps biologique, extérieur et intérieur, on aimerait reconnaître, différencier, analyser le comportement. La recherche et le développement des outils et des technologies passent alors de la neutralité biométrique à une autre dimension, l'étude de ce qui est normal ou anormal. Quand on a commencé à parler de détecter des comportements anormaux, pour essayer de détecter des gens, soit des colis abandonnés, soit aussi des gens qui avaient un risque de se suicider ou autre. Donc là, il y a eu tout de suite des tollés pour ne pas poursuivre ces programmes, parce que qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui n'a pas un comportement normal? Donc on parlerait plutôt aujourd'hui de détecter des situations qui sont inattendues. On ne s'attend pas à ce qu'une personne fasse ça. Quelqu'un qui va passer pour passer son ticket, s'il fait autre chose, on s'attend pas à ce qu'il fasse autre chose. Et après, certainement, ça ne peut être qu'une alarme qui sera lancée par le système et qui sera évidemment à réinterpréter en fonction de multicritères. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle en jargon une naturalisation de la société. Et là, c'est très, très dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilités, ni de choix, ni de diversité, ni de débat, tout simplement. Débat contradictoire, débat d'idées, sur des valeurs et des significations. Alors là, on est dans des dérives vraiment très, très, me semble-t-il, dangereuses. Dans le sens où on va vers une chosification de l'humain. Ce développement d'une normalisation, censée faciliter et sécuriser, n'est-elle pas en totale opposition avec le respect de la vie de chacun? L'acceptabilité sociétale, c'est le respect de la vie privée. C'est le fait qu'on puisse se promener dans la rue en restant anonyme. Mais d'un autre côté, si vous regardez l'acceptabilité par l'usager aime avoir une biométrie qui est facile d'emploi, sur laquelle il n'a aucun effort particulier pour se faire reconnaître. Il aime pouvoir passer, comme on dit, à la volée, sans arrêt. Or, quand vous développez ces technologies très confortables, vous êtes capable, avec ces technologies, d'identifier aussi à l'insu des personnes. Donc on voit que la société et l'usager demandent des évolutions qui peuvent être contradictoires. Au cours des 20 dernières années, nous avons assisté à une explosion des technologies biométriques. Tout ce qui nous caractérise devient source d'informations, du détail de l'empreinte à l'attitude générale, en passant par notre faciès. Et demain, pourquoi pas l'ADN à la volée?
Ce qui, hier, était de la science-fiction, est devenu réalité. Et notre corps, un corps identité. L'équilibre entre sécurité et droit à la vie privée peut-il être encore respecté? Ce corps transparent, repéré à tout instant, nous appartient-il encore? Est-il déshumanisé? Est-il toujours celui d'une personne libre? Il y a une grande différence entre déshumaniser et dépersonnaliser. Déshumaniser, c'est transformer les hommes en bêtes, en animaux, que vous pouvez abattre, que vous pouvez tuer à tout moment. Dépersonnaliser, c'est transformer les gens en rouages, en pièces d'une machine, comme des soldats. C'est la raison pour laquelle la biométrie devrait rester la possession de l'individu. Je suis préoccupé par l'idée d'un État qui contrôle la biométrie. Je suis pour que l'individu soit propriétaire de ses propres données biométriques et qu'il les utilise pour garantir sa liberté individuelle.